Et on termine le chapitre 4 en parlant d'accélération et de force centripète. Donc tout d'abord, on va juste se rappeler qu'est-ce que nous disait la première loi de Newton avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ces deux nouvelles notions. Première loi de Newton nous disait en l'absence de force extérieure, donc si un objet ne subit pas de force, un corps au repos demeure au repos et un corps en mouvement conserve donc son mouvement rectiligne uniforme, donc continue son mouvement en ligne droite. Sachant ça, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque les objets ont un mouvement de rotation? Quand les objets tournent, est-ce qu'ils subissent une force? Est-ce qu'ils subissent une accélération? C'est ce qu'on va se poser comme question. Donc on a besoin de comprendre le mouvement en deux dimensions pour pouvoir répondre à la question. J'ai quelques exemples ici. Je vais te donner des valeurs. Donc, on imagine ici un objet qui se déplace à 10 mètres par seconde et un peu plus tard, on est rendu à 20 mètres par seconde. On imagine que le temps que ça a pris, c'est 1 seconde. Donc, ça serait quoi l'accélération ici? Donc, on se rappelle un peu de nos notions de cinématique. C'est la variation de ma vitesse en le nombre de secondes. Donc, l'accélération était de 10 mètres par seconde carré. Donc, c'est une situation quand même simple. Ici, si on a 10 mètres par seconde par là, puis on a 10 mètres par seconde par là, en un certain nombre de temps. Même chose, 1 seconde pour se simplifier la vie. L'accélération est finale, on est à moins 10, moins initiale, divisé par 1, on a moins 20 mètres par seconde carré. Donc l'accélération nous attire vers la gauche, et pour nous ici, notre gauche va être notre valeur négative. Donc on a une accélération de moins 20. On imagine ici qu'on se déplace à une certaine vitesse, 10 mètres par seconde, et ensuite on se déplace encore à 10 mètres par seconde, mais par là. L'accélération serait quoi ici? C'est moins évident. Si on fait le calcul, on aurait 10 moins 10 égale à 0 peut-être, mais en fait, on n'est plus dans la même orientation. Donc on a 10 en X, ensuite 10 en Y, mais négatif. Donc on n'a plus la même orientation, donc probablement qu'on a accéléré. Donc il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'on allait vers la droite et soudainement on va vers le bas. Donc il y a eu un changement, il y a eu quelque chose, et s'il y a eu un changement d'orientation de notre vitesse, très probablement, en fait inévitablement, ça vient avec une force, donc une accélération. Et finalement, donc, nous, ce qu'on va vouloir se poser la question, c'est si l'objet fait un tour, donc fait des tours sur lui-même, comme ceci tourne, ça va être quoi la valeur de l'accélération? Donc pour ça, on a besoin de quelques notions. On a donc besoin de regarder un objet qui aurait une masse m pour le moment. Et pour nous, ça sera toujours le cas, l'objet va tourner à une vitesse constante. Donc va tourner avec une valeur de vitesse. Ici, ça pourrait être 10 mètres par seconde, comme dans les autres exemples, ou 12, ou peu importe, 15, 16, peu importe la vitesse. Mais lorsqu'il a une vitesse, il garde la même vitesse de rotation tout le long. Donc si un tour fait une circonférence de 10 mètres, ça prendrait 1 seconde de faire le tour. On imagine ça ici. Donc on a une vitesse constante, c'est important. Donc le V est une valeur. Et nous, ça va être donc le nombre de mètres par seconde avec laquelle on est en train de tourner. Et on va avoir une trajectoire aussi circulaire puisqu'on tourne. Et donc la chose importante pour nous, ce qu'on pourrait calculer, c'est le rayon qui va avoir un impact important. Donc le rayon, c'est la distance ici à partir du centre jusqu'à mon objet qui tourne autour de ce point. Notre question était, est-ce que l'objet subit une accélération? Donc puisque la vitesse change de côté, forcément, il a besoin d'accélérer. Donc c'est la logique ici que je présente, puisque le vecteur vitesse
change en fonction du temps, c'est en fait sa direction qui change, il a bel et bien une accélération. Donc c'est important à comprendre, même si le chiffre, le module de la vitesse ne change pas, on est toujours ici à 10 mètres par seconde quand on fait notre tour, même si notre cadran de vitesse dans notre voiture ne change pas, puisqu'on est en train de tourner, par exemple, ça peut être une voiture qui suit une piste de course en forme de cercle, même si notre cadran de vitesse ne change pas, le cas particulier, c'est qu'on est en train de tourner. Donc, on a quand même une orientation qui change de notre vitesse, donc une accélération. Et ça se calcule comme ça. Donc, c'est important à comprendre. On peut déterminer une accélération pour les objets qui tournent, qui vient du fait que ça nous ramène un peu vers le centre. On appelle ça une accélération centripète, puisque l'objet est ramené, va être ramené vers le centre pour tourner sur cette trajectoire. Donc ça se calcule relativement simplement. On prend la vitesse, on met la vitesse au carré, puis on divise par le rayon. Donc cette accélération-là, on va la relier à une force bientôt. Mais donc centripète, c'est le terme qui est utilisé pour dire que ça nous ramène vers le centre. On veut se diriger vers le centre. Mais en réalité, ce que ça va avoir comme effet, ça va de nous maintenir sur notre petite trajectoire ici, notre ligne verte qui est représentée. Donc si je vous demande de calculer l'accélération centripète, il faut calculer ceci. Peut-être que vous connaissez le terme la force centrifuge ou l'accélération centrifuge. Ce terme-là n'est pas utilisé dans le cours, c'est plutôt, par exemple, la force centrifuge. C'est la force que vous allez ressentir si jamais vous êtes dans un environnement, votre maison, votre voiture est en train de tourner. Donc, ce que vous allez ressentir, ça va être une force centrifuge, mais c'est pas ce qu'on regarde. Maintenant, ce qu'on regarde dans cette capsule-ci, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que notre objet veut tourner, donc veut rester sur une trajectoire circulaire. Donc c'est vraiment centripète le terme qu'on utilise. Et donc pour maintenir cet objet-là, on a besoin de quelque chose qui va nous donner l'accélération centripète. C'est une force centripète. Donc force centripète, c'est un adjectif qu'on peut rajouter à une force qu'on observe dans la nature si on réalise que cette force-là nous fait tourner. Et cette force est orientée vers le centre. Il faut que ça nous attire vers le centre. Si ça nous attire vers l'avant, on va simplement se diriger vers l'avant. Si ça se dirige vers l'extérieur du cercle, on va s'éloigner de notre cercle. Alors que si ça nous amène vers le centre, étrangement, ça ne va pas faire en sorte que l'objet va se rapprocher du centre. Ça va faire en sorte que l'objet, au lieu de continuer en ligne droite, va être ramené, si la force a la bonne valeur, va être simplement ramené un petit peu ici vers la trajectoire de mon cercle et va continuer. Au lieu de partir comme ça ici, va être ramené toujours vers notre trajectoire circulaire. Donc c'est une force qui nous ramène pour pas que l'objet parte vers l'avant. Donc, important pour vous, c'est une force qui est orientée vers le centre du cercle. Donc c'est un truc qui nous attire vers le centre. Et le calcul est relativement simple. J'ai utilisé la deuxième loi de Newton. J'ai mis A comme V carré sur R. Donc la force centripète qui nous ferait accélérer de la manière centripète aussi, ça se calcule comme ça. Et comprendre que c'est en quelque sorte un adjectif. La force centripète, c'est un rôle qui est joué par d'autres forces. Ça pourrait être la tension dans une corde, la force gravitationnelle, le frottement des pneus sur la route, etc. Il y a plusieurs types de forces qui vont pouvoir créer ce mouvement de rotation. Donc, on imagine des voitures qui sont sur un circuit automobile de course, donc qui tournent. Ça va être ici le frottement des pneus qui va nous permettre de tourner. Donc, le frottement des pneus, la force de frottement va être notre force centripète. Donc, cette équation-là, il est aussi importante à noter. Et j'ai une petite vidéo ici qui vous montre une fronde, en anglais sling. Juste le principe, relativement simple, mais on peut voir en action la force centripète. Donc, dans cet exemple-là,
la personne lance une roche avec une fronde, fait des rotations, et à un moment donné, lâche la corde. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? On a donc un mouvement de rotation de notre pierre, de notre roche qui est utilisée. Et on comprend que la force centripète ici, c'est cette tension, c'est le fait que la corde nous tire vers la main. Et on voit bien la forme de la corde. Une corde, ça nous permet de bien voir, visualiser une force, puisque elle ne fonctionne qu'en tension. Donc, quand la corde est bien étirée, on sait que la corde est en train de tirer. Et donc ici, on a cette situation-là, parce qu'on est en train de tourner. Et la tension de la corde va agir comme force centripète. Autre exemple ici, on a la Terre qui tourne autour du Soleil, ou on pourrait avoir la Lune qui tourne autour de la Terre, ou une comète qui tourne autour du Soleil. Tous ces exemples-là fonctionnent un peu de la même façon. C'est la gravité qui agit, notre force gravitationnelle, qui va agir comme force centripète. Donc le Soleil attire la Terre, la Terre est rendue ici, attire la Terre, donc on est rendu là, vers elle. Mais puisque la Terre a un mouvement déjà à une certaine vitesse, elle ne va pas s'écraser sur le Soleil, mais elle va continuer son mouvement de rotation. Et on pourrait calculer, on pourrait aller rechercher la loi de la gravitation universelle de Newton pour calculer cette force-là en fonction des masses des deux objets. Donc on a le Soleil ici qui agit sur la Terre et on regarderait, on pourrait calculer la force centripète ou l'accélération centripète que subit la Terre à cause de la gravité du Soleil. Un autre mouvement peut-être moins évident, donc on a une grande roue, on a des petites nacelles ici qui tournent et on a besoin de quelque chose qui nous attire vers le centre et c'est pour ça qu'on a des rayons. Les rayons sont orientés de cette façon-là, comme dans les roues d'un vélo, pour transmettre cette force centripète qui nous permet de garder notre rotation. Tout ce qui tourne, chaque fois que vous avez un objet qui tourne, on a besoin d'une force centripète pour expliquer ce phénomène-là. Et donc, chaque objet dans la nature que vous voyez qui est en train de tourner, il se cache quelque chose, une force qui attire vers le centre, qui permet ce mouvement de rotation. Petit exemple de calcul ici, on utilise une fronde de 15 cm de rayon pour lancer des roches de 100 grammes. Sachant que la tension dans la corde est de 100 newtons, on se pose la question suivante. À quelle vitesse peut-on lancer la roche? Donc, c'est les paramètres qui influencent à quelle vitesse on va être capable de lancer notre roche. Donc, on a une fronde. Donc, on a vu dans la vidéo à quoi ça ressemblait. C'est donc un mouvement de rotation. On a une roche accrochée à une corde. Et au centre, on a la main de la personne. Donc, j'ai refait ici le schéma parce que j'étais pas satisfait. Donc, on voit ici notre mouvement de rotation qui est fait par la personne et on va éventuellement lâcher la corde pour propulser notre pierre. Donc, on a des informations. On a ici 15 cm qui est notre rayon et on a la masse de la roche, 100 grammes. Et donc, on se rappelle qu'on travaille en kilogrammes. Donc, kilogramme, c'est 1000. Donc, on divise par 1000. Donc, 0,1 kg. Finalement, on a la tension de la corde, qu'on appelle T. Donc, nouvelle information, 100 newtons. Et de comprendre que si on parle en termes de newtons, ça veut dire qu'on est face au concept de force. Donc, 100 newtons, c'est notre force. Donc, on a la valeur de notre force, on la connaît, 100 newtons. On a la masse et on a le rayon. Et on cherche donc la vitesse. Comprendre que c'est un mouvement de rotation, donc la tension de la corde, cette force-là, c'est notre force centripète. Ça donne un mouvement de rotation. Donc, ça se calcule comme ça. On a vu ça précédemment. Des fois, on met un petit c pour dire que c'est la force centripète.
Donc la force qui nous fait tourner, notre tension dans la corde de 100 newtons, est égale à la masse, on a dit 0.1, la vitesse au carré, c'est ce que j'aimerais savoir, et le rayon, 15 cm, on va le mettre aussi en mètres, donc 15 cm, donc c'est pour 100, qu'on divise par 100, donc on a ceci. Ce qui veut dire que ma vitesse au carré, c'est égal à 100, multiplié par 0.15, parce qu'il est divisé de l'autre côté de mot égal, et on divise par 0.1, car ici c'est multiplié par 0.1 de ce côté-là. Ça fait donc un total de 150. Si vous faites 100 multiplié par 0.15 divisé par 0.1, ça vous donne 150. Sauf que ça, c'est égal à, j'ai isolé ici V carré, et moi, si je veux connaître uniquement V, je dois prendre la racine carrée de mon 150, et ça me donne 12,2 mètres par seconde. C'est ma vitesse, et c'est la réponse à la question. Donc, identifier dans la question quelle est la force, ici c'était la tension dans la corde, c'est ce que je mets dans mon calcul pour la force, et ensuite les autres informations, la masse, le rayon, la vitesse, c'est directement ce qu'on connaît ou on cherche. Dernière question, peut-être un peu plus longue, il y a 2 parties, et on va devoir se poser quelques questions pour y répondre. Sachant que la distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres. Déterminer l'accélération centripète de la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Donc on a vu ça. On a le Soleil. On a la Terre qui tourne autour. Donc ça, c'est notre système solaire fonctionne comme ça. Vous devez normalement connaître ça. Et là, cette distance Terre-Soleil, c'est la distance ici entre la Terre et le Soleil. Et si vous imaginez le mouvement ici de rotation, eh bien, c'est notre rayon de notre cercle. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est le rayon, donc 150 millions de kilomètres. Si je transforme ça en mètres, vous allez trouver 1,5 fois 10 à la 11 mètres. Donc, on a 150 millions, c'est fois 10 à la 6, et K, c'est fois 10 à la 3. Donc, 150 fois 10 à la 6 fois 10 à la 3, ça donne ceci sur votre calculatrice. Ensuite, on veut connaître l'accélération centripète. J'ai le rayon, sauf que j'aurais besoin de la vitesse au carré. Donc, pour le A, je vais devoir me trouver un chemin qui me permet d'évaluer ma vitesse. Donc, comment je fais ça? Je peux regarder la distance que je parcours ici en un certain nombre de temps. Ça va m'aider. Donc, la distance parcourue en un certain nombre de temps. Donc, c'est une manière d'évaluer la vitesse. Donc, si par exemple que je sais que j'ai 10 mètres, ce qui ne sera probablement pas le cas, en 1 seconde, ma vitesse serait de 10 mètres par seconde. Ici, je parcours combien de distance en combien de temps? Avec la valeur du rayon, on va pouvoir trouver quelque chose. On peut se poser la question, quand on fait un tour complet de notre Soleil, on a parcouru combien de mètres? Eh bien, c'est la circonférence de notre cercle. Donc ici, ce que je vais mettre, cette distance-là, c'est la circonférence du cercle, 2 pi r. Voilà comment on calcule une circonférence, si vous aviez oublié. Et donc 2 pi fois ce chiffre-là, on a 9,4 fois 10 à la 11 mètres. Voilà ce que vous parcourez lorsque la Terre va faire un tour complet autour du Soleil. Donc beaucoup de kilomètres. Donc je mets ça ici. Et finalement, j'aimerais savoir combien de temps ça prend pour faire ça. Et vous le savez, ça prend 1 an. Lorsque la Terre aura fait le tour du Soleil, il sera écoulé 1 an. Donc si je veux
En termes de jours, je fais x 365 ou 366 si on est en 2024 de jours. Ensuite, le nombre d'heures dans une journée, le nombre de secondes, de minutes dans une heure et finalement le nombre de secondes dans une minute. Donc, un an fois 365 fois 24 fois 60 fois 60, ça vous donne un nombre total de secondes, nombre de secondes dans une année. On a 31 536 secondes fois 15 fois 10 par là. C'est le nombre de secondes que vous avez dans une année. Merci d'en prendre quelques-unes pour écouter cette capsule parmi toutes ces secondes. Et donc, si je divise ici par le nombre de secondes, je peux trouver la vitesse à laquelle la Terre se déplace. On a 29 841 mètres par seconde, excessivement vite. Heureusement, l'univers est relativement vide, donc on ne reçoit pas le vent de l'univers à cette vitesse-là, mais on se déplace excessivement vite lorsqu'on tourne autour du Soleil. Présentement, vous allez à cette vitesse-là par rapport au Soleil. Mais il n'y a pas vraiment de manière, à moins qu'on regarde le Soleil, les étoiles, de comprendre cette vitesse-là. Mais on découvre que la Terre se déplace à cette vitesse-là, très très grande. Finalement, je voulais calculer ici l'accélération centripète. Je prends cette valeur-là, je le mets au carré, je divise par la grande valeur ici et j'obtiens une toute petite accélération centripète. Voilà la réponse. Donc, on a pris le temps de regarder l'équation qui nous permettait de calculer l'accélération centripète et on a trouvé la vitesse par un petit chemin un peu détourné que vous pouvez donc vous rappeler si vous avez à refaire ce genre d'exemple. On peut prendre la circonférence et diviser par le temps que ça prend pour faire le tour. On appelle souvent ce temps-là la période, donc le temps que ça prend pour faire un tour complet, c'est la période. Et donc, circonférence de notre cercle, c'est la distance qu'on aura parcourue. On divise par cette valeur-là et on peut déterminer la vitesse. En B, on cherchait maintenant la force centripète et on avait une information de plus, puisque la force centripète, c'est mv carré sur r. On a déjà calculé ce côté-ci. V carré sur r, c'est notre accélération centripète. Si je veux la force, il faut que je connaisse la masse de mon objet qui subit cette force-là. Et c'est la Terre qui est en train de tourner. Et on a la valeur de la masse. Donc probablement que la force va être très grande. 6,4 fois 10 à la 24, multiplié par le petit chiffre qu'on a trouvé avant, 0,05936. Ça nous donne effectivement une très grande force. Et c'est la valeur ici de la force de gravité qui agit sur la Terre à cause du Soleil. Donc le Soleil est excessivement massif, attire la Terre vers lui. Et à cause de ça, la Terre va se mettre à tourner autour de lui. Et la force de gravité qui agit, une immense force, 3,8 fois 10 à la 22 newtons. Comparativement au poids de la personne qu'on avait vu dans la capsule précédente, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et voilà, ça termine le chapitre 4. Merci d'avoir écouté la capsule et bonne journée.